Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. C'est l'heure du face-à-face avec Philippe Fabry, historien et auteur du livre Les impérialistes revanchards. Bonjour Philippe Fabry. Bonjour André Berkov. Bonjour. Écoutez, on est toujours heureux de vous recevoir parce que vous êtes quelqu'un qui n'écrit pas pour ne rien écrire. Et je vous assure que ça existe. Et qui fait des livres. On vous avait reçu pour le président absolu. La fin, justement, vous posez les questions constitutionnelles qui se posent actuellement, mais on va en reparler. La fin de l'Empire européen. Et voilà les impérialistes revanchards. Et alors, sur la couverture, vous n'allez pas de main morte. Vous mettez Napoléon, Hitler et au premier plan, Poutine. Franchement, ils peuvent être comparés, j'allais dire, ces braves gens, ces personnages historiques. Alors, c'est tout le sujet du livre. La mise en avant des personnages, c'est plus, vous avez dû vous en apercevoir en lisant, oui, un aspect pédagogique. C'est-à-dire que c'est les grandes figures qui restent, mais si on veut parler le plus sérieusement, il faut plutôt parler de la France napoléonienne, de l'Allemagne hitlérienne et de la Russie poutinienne. Oui. Puisque ce que j'expose dans ce livre, je poursuis mes travaux de comparatisme historique, c'est des trajectoires historiques de longue durée qui touchent certains pays et qui ont un effet, disons que c'est un petit peu comme tous les êtres humains connaissent la puberté, et ben il y a comme ça des espèces de moments d'explosion, d'impérialisme, de volonté de revanche sur certaines défaites nationales, et c'est ça que j'essaie de décrire dans ce livre. Ça, c'est effectivement, c'est utile de saisir la figure qui incarne ça à un moment donné. Bien sûr. Il y en a pas toujours dans tous les cas que je détaille, parce que j'en détaille une vingtaine. Oui. Mais voilà, c'est. Mais alors, ce qui est passionnant dans votre livre, Philippe Fabry, que je recommande vraiment, parce que justement, vous faites ce qu'il faut faire et que pas, hélas, peu de gens font, peu d'historiens même, vous mettez en perspective. Par rapport à l'histoire, vous parlez effectivement de l'impérialisme national en France du 19e, de la Commune, l'Espagne et la Turquie au 1er 20e siècle, mais vous remontez aux cas antiques, révolution impérialiste, Athènes, Sparte, Carthage, et puis tous ces pays, les perspectives, Russie, Chine, Iran, Amérique. Moi, ce que j'ai trouvé passionnant dans votre livre, vous dites attention, tout ça n'est pas comme ça, c'est pas des aérolithes venus de la planète Mars, c'est quelque chose qui s'inscrit dans l'histoire du monde, et vous donnez des exemples précis. On va en reparler longuement et le temps qu'il faut après cette petite pause. À tout de suite. Vos réactions en direct sur Sud Radio 08 26 300 300. Posez vos questions à André Berkov et notre invité Philippe Fabry. On vous attend au standard. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, comme vous le savez, vous avez écouté la première partie de l'émission. La France est dans tous ses états, et pas seulement la France. Mais revenons aux impérialistes revanchards. Philippe Fabry, historien, vous venez de publier ça ce livre chez Scripta Manent. Au fond, comment vous définiriez les impérialismes revanchards par rapport aux autres impérialistes, pour être très précis? Alors, ce qui les distingue, c'est que, en fait, il faut comprendre un peu de quoi on parle. C'est-à-dire que toute construction nationale est d'abord une construction impériale. C'est-à-dire qu'il y a un centre de pouvoir qui va s'établir petit à petit sur une certaine région géographique. Et à partir du moment où il est suffisamment stable dans des frontières assez constantes à travers le temps, le fait qu'il y ait un seul pouvoir produit une forme d'homogénéisation culturelle sur cet espace-là. C'est-à-dire qu'il y a une culture qui naît. Et c'est comme ça qu'apparaît la culture nationale, qui n'est plus la culture impériale qui s'est étendue aux provinces. En France, on dirait que, par exemple, c'est la culture des envahisseurs francs qui se sont petit à petit imposés à l'ensemble de l'ancienne population gallo-romaine. Et au bout de 500-600 ans, on se retrouve avec ce qu'on peut appeler une culture nationale, qui est dirigée par un pouvoir fort, qui est toujours l'ancien pouvoir impérial traditionnel. Et même le pouvoir impérial traditionnel, durant toute son existence, il cherche toujours à s'étendre. C'est toute l'histoire des nations, ça, Philippe Fabry. Voilà. Les rois de France, durant toute l'histoire de la royauté française, ont continuellement étendu le territoire. Il n'y avait pas d'idée véritablement d'endroit où ça allait s'arrêter, de frontières naturelles a priori. Et ce qui se passe en fait, c'est que au moment où cette conscience nationale apparaît,
il y a toute une série de mutations qui s'engagent, ce que j'appelle un mouvement de révolution, qui est la transition en fait de ce gouvernement impérial traditionnel, qui était chez nous la monarchie, vers la démocratie parlementaire. Ce qui, nous, s'est produit entre 1789 et 1830 à peu près. Voilà. D'accord. Et en fait, pendant ce mouvement de révolution-là, il se passe tout un tas de choses. Il se passe tout un tas de choses en interne, donc le changement de pouvoir, généralement l'abandon de tout ce qui fait l'ancien régime, avec les systèmes de caste, la société d'ordre dans l'ancien régime, le clergé, la noblesse, le tiers-état, etc. Et il se passe aussi une autre chose, qui est le fait qu'il y ait la dernière grande poussée d'impérialisme, on va dire, avant que la nation, finalement, n'admette ses frontières actuelles comme étant ses frontières définitives. Et donc, ça donne en fait un mouvement qui est... Alors, pourquoi revanchard? Parce qu'en réalité, la révolution commence en général quand, dans le processus impérial traditionnel, celui de la monarchie en France, par exemple, ou celui des empereurs... Oui, prenons l'exemple de la France, oui. C'est bien. Voilà. Cet impérialisme reçoit un coup d'arrêt au cours d'une guerre qui est particulièrement désastreuse, qui discrédite totalement les élites. Ça a été le cas de la guerre de 7 ans au XVIIIe siècle pour ce qui était de la France. Et donc à partir de là, il y a une profonde remise en cause qui amène à la fois à la révolution, c'est-à-dire le fait de considérer qu'il faut changer de système de gouvernement parce que le gouvernement traditionnel ne permet plus de représenter et de servir l'ambition nationale, mais où en plus il faut étendre, voire reprendre des territoires qu'on a perdus dans le cadre de cette guerre gagnée qui est vécue véritablement comme un traumatisme. Parce que c'était la guerre par laquelle on espérait finalement atteindre enfin la première marche du podium, et au lieu de ça, on se retrouve complètement déclassé. D'où la revanche, d'où l'esprit de revanche. D'où la revanche, et d'où la dangerosité de cet impérialisme-là, qui est véritablement, qui a une espèce de dimension fin du monde. C'est-à-dire, en gros, c'est notre chance maintenant, il faut tout donner, sinon ça ne marchera pas. C'est pour ça que souvent, ça entraîne des débordements géographiques avec des conquêtes absolument énormes. Alors, juste, puisque... je reviens, vous avez mis Poutine en premier plan de couverture, mais vous avez expliqué pourquoi. Est-ce que, par exemple, je me fais l'avocat du diable Poutine, alors que pour l'espace de quelques minutes, est-ce que, par exemple, les Russes ne sont pas fondés à dire, oui, mais regardez, l'OTAN s'était engagée au moment de l'effondrement du RSS à ne pas aller plus loin que telle et telle frontière à l'Est, et là, est-ce qu'il peut dire, mais regardez l'impérialisme de l'OTAN qui entoure la Russie, nous sommes une forteresse assiégée. Et je parle encore une fois à l'historien aussi. Alors ça, si vous voulez, justement, on le trouve toujours. C'est-à-dire que je parlais à l'instant de cet espoir, lors de la première guerre perdue, d'atteindre enfin la première marche du podium. Ça implique qu'il y a quelqu'un déjà sur la première marche du podium. Et c'est qu'en général, ces séries de guerres, elles se font justement contre la puissance qui est celle qui... elle a atteint la première marche du podium. Alors, donc l'OTAN en l'occurrence. Alors voilà, l'OTAN et surtout les États-Unis. Les États-Unis, bien sûr. Soyons très clairs. Pour la France de Napoléon, c'était le Royaume-Uni. Pour l'Allemagne d'Hitler, c'était encore le Royaume-Uni, l'Empire britannique. Ça a changé en cours de route avec la prise de relais par les Américains, mais c'était le même système. Et donc dans chaque cas, il y a une espèce de complexe de l'assiégé existe, puisqu'il y a l'idée que c'est celui qui est sur la place du podium qui nous empêche d'y entrer et qui complote continuellement pour nous empêcher de monter dessus. C'est intéressant. Et ça date de l'Antiquité presque. Vous le dites dans votre livre. Oui, ça existe depuis toujours. On voit le même rapport entre Sparte et Athènes. C'est justement parce qu'Athènes montait sur la première marche du podium que Sparte a pris peur et qu'elle s'est lancée dans les guerres du Péloponnèse. Et on le voit aussi à Rome finalement. Toute l'épopée d'Hannibal, c'était une épopée revancharde après la défaite dans la première guerre punique contre Rome, qui était devenue la puissance dominante en Méditerranée. C'est passionnant, ça, c'est vrai. Et donc, Napoléon, même chose. Enfin, parce que Napoléon, alors l'Empire napoléonien, pour prendre l'Empire, et là, c'est arrivé quand même après la nation française, après, je veux dire, 1789, 1793, etc. Est-ce qu'il y a eu, c'est quoi, Napoléon a voulu un retour, en fait, à l'État impérial? Parce qu'il y avait déjà la nation française, là. Alors, il y avait, alors là, en fait, les deux naissent et triomphent en même temps, si vous voulez. C'est justement parce que la nation est déjà une idée qui est apparue, qui est en vogue, si vous voulez, que la défaite traditionnelle de la monarchie traditionnelle est très mal vécue. Quand Louis XIV perd une guerre et qu'il doit laisser tomber l'Alsace-Lorraine, ça pose pas tellement de problèmes parce que c'est considéré comme une périphérie, une simple province impériale. Mais une fois que vous avez le sentiment national qui est né,
c'est comme être amputé de perdre un morceau de territoire. Donc ça devient inadmissible. C'est pour ça que malgré tout, la conscience nationale elle est là avant. Et dans ce que fait Napoléon, il y avait effectivement une volonté revancharde. Il y a un exemple, moi, que j'aime beaucoup citer. Je parlais de la guerre de 7 ans avant, qui est la guerre traumatique pour la France, qui a produit l'impérialisme revanchard napoléonien. À la guerre de 7 ans, il y a eu une défaite extrêmement grave contre les Prussiens, qui s'appelle la défaite de Rosbach, qu'on avait perdue. Et les Prussiens avaient dressé une colonne commémorative à leur profit, puisque pour eux, c'était une victoire immense. Ils avaient écrasé l'armée française. Mais la première chose qu'a fait Napoléon après avoir battu les Prussiens à Iéna, ça a été d'aller à Rosbach pour abattre la colonne commémorative. C'est dire à quel point il y avait cette volonté de revanche. Moi, ça m'évoque toujours le fait qu'Hitler ait voulu faire signer l'armistice de 1940 dans le même wagon que celui de l'armistice de 1918. C'est vraiment cette volonté de revanche. Oui, il l'a fait exprès, rotonde, etc. Le wagon, tout cela, quoi. C'est tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, juste un mot, alors pour la Russie aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, la Russie, les États-Unis, c'est là un peu, Poutine veut sa revanche, c'est ça, ou la Russie impériale veut sa revanche? C'est ça, parce qu'en fin de compte, la victoire dans la Seconde Guerre mondiale qui a fait une espèce de mythe fondateur de la Grande Guerre patriotique, qui est la résistance du peuple russe à l'envahisseur allemand, a aussi permis de rebâtir un empire, puisque l'URSS était beaucoup plus dominante au sortir de la guerre qu'en y entrant. Et donc ça a été vu finalement pour la population russe à travers l'Empire soviétique comme le moment où enfin elle devenait justement une des premières nations du monde, puisque ça a été le monde bipolaire où c'était l'autre empire en face des États-Unis. La guerre froide, et même dans les années 70, il y a eu l'espoir que l'Union soviétique détrône les États-Unis. C'est le moment des accords d'Helsinki, c'est le moment où les États-Unis eux-mêmes semblent en difficulté après la guerre du Vietnam. Donc c'était vraiment le creux de la vague pour les États-Unis, et c'est les années Brejnev, l'impression que l'Union soviétique va triompher. Et ensuite, il y a la décennie catastrophique des années 80, avec l'Afghanistan, avec Tchernobyl, et avec ensuite la perestroïka et donc la destruction. Et donc c'est une véritable humiliation stratégique pour la Russie à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que la façon dont l'URSS a été démembrée avec la fin du communisme est équivalent à ce qu'a subi l'Allemagne après 1918. C'est la même chose, c'est-à-dire c'est des pertes de territoire avec tout ce que ça crée. Avec tout ce que ça crée, avec l'idée qu'on a des minorités qu'on n'a pas récupérées, donc qu'on a des russophones en Ukraine, qu'on a des russophones dans les pays baltes, et donc il y a une volonté de prendre la revanche sur tout ceci, et c'était l'idée qu'il y avait dans l'idée de rassembler le monde russe en fait. Ouais, très passionnant. On va continuer à parler après cette petite pause avec Philippe Fabry. À tout de suite. Vos réactions en direct sur Sud Radio 0826 300 300. Posez vos questions à André Berkoff et Philippe Fabry. On attend vos appels au standard. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les impérialistes revanchards, Poutine, Hitler, Bonaparte et les autres. Philippe Fabry, historien, c'était aux éditions Scripta Manent, et nous avons reçu, et toujours avec plaisir, Philippe Fabry pour ses livres, et notamment, je voudrais en parler parce que j'ai beaucoup pensé à vous, Philippe Fabry, par rapport à notre discussion sur le président absolu, à travers ce qui se passe en ce moment, en France notamment. Ça ne vous a pas échappé qu'il y a quelques soubresauts, et quand je dis quelques soubresauts, c'est une litote. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que on a reçu des appels d'auditeurs, alors certains allant vers l'extrême, d'autres non. Alors, les plus extrêmes disaient « il faut destituer Macron en utilisant l'article 68 ». D'autres disaient « état d'urgence, article 16 ». Alors, l'expert que vous êtes, j'aimerais que vous me disiez, d'abord, destituer Macron. Je parle, encore une fois, en dehors de toute préférence ou en dehors de tout jugement politique ou moral. Légalement, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui destituer un président de la République en France? Est-ce que c'est possible via ce fameux article 68 ? Alors, et comment? Oui, alors là, on entre sur le problème de la pratique constitutionnelle face à la théorie constitutionnelle. Oui. Normalement, il est possible de destituer le président
de la République en cas de comportement particulièrement grave qu'il faut arriver à caractériser, de trahison, d'incapacité à exercer ses fonctions. Bon, je ne vois pas bien à ce stade-là comment on pourrait prouver ça. D'abord, qui le ferait, qui le lancerait, bien sûr. Et sur quels critères oui. Sur quels critères et à quel délai, parce que il y a ça aussi. Donc ça me paraît extrêmement compliqué. Ça fait partie des choses qui doivent être prévues par une constitution, mais tant que vous n'avez pas de précédent, c'est compliqué à envisager. Ça peut arriver. Mais il n'y a jamais eu de précédent là. En France, on n'a pas eu de précédent de président destitué. En général, quand on veut se débarrasser d'un président, je parle d'avant la 5e, puisque là on a un exemple, mais en général on les renverse ou ça se passe d'une façon comme ça. Mais on n'a pas d'exemple de destitution. Non. Alors si vous voulez, c'est pour ça que ce qui est important, c'est de comprendre que c'est une question de pratique, parce que paradoxalement, ça veut dire que tout est possible du moment que les circonstances pratiques seraient réunies. C'est-à-dire, si on entrait dans une crise extrêmement grave au sein des institutions, par exemple entre le Parlement et Emmanuel Macron, mais je parle de quelque chose de bien plus grave encore que ce qu'on a déjà vécu il y a quelques mois, dans ces cas-là, on peut imaginer qu'il sera toujours possible, si tout le monde juge majoritairement opportun de dégager le président, de recourir à cette procédure. Mais si vous voulez, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est vraiment une question de contexte et que c'est pas l'automatisme d'un texte qui suffit de mettre en mouvement. Bien sûr, c'est la pratique qui compte et non pas la théorie constitutionnelle, quoi. Enfin, voilà, ça servirait plus de prétexte le jour où tout le monde serait d'accord pour dégager le président. Et alors, eu égard, l'autre question qui est beaucoup plus posée, c'est le fameux article 16 qu'a utilisé déjà De Gaulle et d'autres. Est-ce que cet article 16, alors il stipule quoi, il permet quoi, et dans les circonstances actuelles que vous connaissez comme moi, Philippe Fabry, est-ce qu'il est utilisable tout de suite, pas, et à quelles conditions ? Alors, l'article 16, il permet au président de la République de s'arroger les pleins pouvoirs après consultation du Premier ministre et des présidents des assemblées, mais ça n'est pas comment dire, c'est pas pour demander une autorisation. Non, bien sûr. En tout cas, il les reçoit aujourd'hui, justement. Voilà. Mais normalement, c'est lorsque les institutions de la République sont menacées de ne plus pouvoir fonctionner correctement. D'accord. Et même s'il y a eu énormément d'agitation ces temps-ci, je n'ai pas le sentiment qu'il y ait eu ce type de problème. L'article 16, et notamment c'est ce qu'on voit historiquement, la manière dont il a été utilisé dans le cadre du putsch des généraux par De Gaulle, c'est que c'est plutôt pour remédier à une crise au sein des institutions et où il y a par exemple une partie des institutions qui joue une partition séparatiste ou qui fait un coup d'État, ce genre de choses. Ça me semble, on n'a pas de précédent d'emploi juste parce qu'une partie de la population n'est pas d'accord avec ce qui se passe, etc. À partir du moment où il n'y a pas de problème à l'intérieur des institutions, ça me paraît pas nécessaire. Maintenant, si jamais, si jamais il y avait toute une partie de la police qui entrait en rébellion contre Emmanuel Macron et qui essayait de prendre l'Élysée, bon là, on aurait ce type de problème interne. Ou de l'armée, etc. Enfin, autre chose. Voilà. Mais pour lutter contre un problème d'émeute comme celui qu'on connaît, si elles étaient encore d'une autre ampleur, pourquoi pas. Vraisemblablement, le dispositif policier a réussi à contenir ça jusqu'à maintenant, à le contenir en évitant les morts, même si il y a eu un pompier qui a été vraisemblablement victime des émeutes, victime indirecte, mais bon, c'est en luttant contre un feu qui a vraisemblablement été allumé dans ce cadre-là. Il n'y a pas eu de mort de la répression. Je veux dire, le travail de la police est contrôlé et d'une certaine manière, on sait faire, pour ainsi dire. Bien sûr. Et les mesures de prise, notamment de contrôle des réseaux sociaux, si contestables qu'elles soient en principe, ont manifestement un effet pour diminuer l'émulation, on va dire, parmi les casseurs. D'accord. Donc, à votre avis, actuellement, ce genre de recours ne se pose pas. Enfin, Alors, pour moi, ça ne se pose pas, et même, pour moi, ça serait quand même excessif. C'est-à-dire, si Emmanuel Macron, actuellement, recourait à l'article 16,
ça serait plus une marque supplémentaire d'autoritarisme qu'autre chose, à mon sens. Ouais. Enfin, et vous avez bien expliqué ce qu'est la prééminence de plus en plus absolue du pouvoir exécutif dans votre livre, justement, et dans l'absence, il faut le dire, de contre-pouvoir, en tout cas la relative absence de contre-pouvoir. Et ça, on pourra en parler, mais je pense qu'on va en parler avec les auditeurs, sûrement, qui vont vous appeler. Juste un mot pour revenir aux impérialismes revanchards. Est-ce qu'aujourd'hui, on est, ça y est, dans le monde multipolaire dont on parle déjà depuis quelque temps? Est-ce que pour vous, alors justement, et où les impérialismes revanchards ou pas vont avoir peut-être, je ne dirais pas open bar, mais l'occasion de se développer dans cette nouvelle configuration qu'on voit naître et déjà en plusieurs parties du globe et depuis déjà quelques années, Philippe Fabry? Ce qui est sûr, c'est que déjà pour que les impérialistes revanchards se déchaînent, justement, c'est qu'il faut qu'il y en ait plusieurs à la fois. Pour qu'il y en ait plusieurs à la fois, il y a quand même une condition fondamentale assez compliquée, qui est que tout un tas de pays arrivent en même temps au même stade de développement, puisqu'il faut qu'ils soient dans le même mouvement révolutionnaire. C'est ce qui est arrivé aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, où on a tout un tas de pays qui ont fait leur révolution nationale en même temps. L'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Russie. Et c'est ça aussi qui a entraîné cette multiplication, ce sentiment d'instabilité très important, qui en réalité était quelque chose qui venait du fait que on avait toute une partie de l'Europe qui était relativement en retard, plutôt un phénomène sur lequel la France et l'Angleterre avaient été très en avance, qui tout d'un coup ont rattrapé ce système-là. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que quand il y en a un qui se déchaîne, à partir du moment où ça déstabilise l'ordre international, ça crée des ouvertures pour d'autres pays qui peuvent eux aussi faire montre d'assertivité, notamment militairement de leur côté, en se disant que le gendarme est occupé ailleurs. Ça, clairement, ça ouvre des opportunités. Ben écoutez, en tout cas, c'est à suivre tout cela de toute façon. Je pense, on va recevoir maintenant nos auditeurs. Je suis sûr qu'ils ont beaucoup de questions à vous poser. Philippe Fabry, qui a-t-on, Clément? Je crois que nous avons Adrien de Gironde, c'est ça? Exactement, Adrien de Gironde qui souhaite poser une question à Philippe Fabry. Bonjour Adrien. Oui, bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Fabry. Déjà, je tenais à vous remercier de me prêter l'antenne et je voulais surtout remercier Monsieur Fabry, dont je suis les travaux depuis 2 ans. Sur Internet, maintenant sur sa chaîne YouTube, que je recommande à tous vos auditeurs. Eh ben, on la recommande aussi. Et donc du coup, je voulais poser cette question. Oui. Dans vos travaux, vous prophétisez, Monsieur Fabry, la révolution en France et la chute de la Ve République. Du coup, est-ce que cela implique peut-être l'apparition future d'un impérialiste revanchard français? Et qu'est-ce que ça donnerait dans un pays à la taille et à l'échelle de la puissance de la France aujourd'hui? Philippe Fabry. Alors c'est une question compliquée parce que alors oui, c'est possible théoriquement. La différence, c'est que maintenant la France s'inscrit dans le cadre un petit peu supérieur de l'Union européenne. Et comme j'avais eu l'occasion de venir en parler d'ailleurs ici, dans un autre livre que j'ai écrit, La chute de l'Empire européen, je pense que la révolution qui arrivera en France elle-même sera plutôt la première étape et l'étincelle d'un mouvement beaucoup plus large à l'échelle européenne que simplement de quelque chose qui doit rester en France. Donc si il devait y avoir un mouvement similaire à l'impérialisme revanchard à nouveau, je pense que ça serait plutôt à l'échelle européenne qu'à l'échelle française. Maintenant, peut-être que l'impérialisme revanchard européen serait français, ça, je ne sais pas sur l'identité de ce Philippe Fabry, justement, je reprends juste la question d'Adrien. Vous avez quand même, oui, effectivement, parlé d'une révolution en France. Évidemment, on est aujourd'hui dans la théorie, mais c'est normal. Mais quelle figure aujourd'hui, compte tenu, non pas de l'actualité brûlante, quelle possibilité, quelle tenue, quel aspect pourrait-elle prendre, cette révolution française? Moi, j'en pense toujours la même chose depuis le début, c'est-à-dire que avant tout, ça doit commencer par une crise institutionnelle qui oppose le législatif et l'exécutif. Dont on a déjà vu les fondements se poser avec le problème du 49.3, qui ont commencé à ouvrir la boîte de Pandore, puisque depuis, on parle très régulièrement dans les médias des problèmes de la Ve République, des problèmes de cette Constitution, qui était un sujet qu'on n'abordait jamais avant. Donc intellectuellement, c'est en train de faire son chemin. Et ensuite, l'autre condition, c'est que ce que j'appelle les élites non gouvernementales, c'est-à-dire, on va dire, toute la catégorie de population qui est celle qui profite le plus de ce type de gouvernement, mais qui n'est pas directement aux manettes,
il faut que cette catégorie-là ait l'impression que le pouvoir actuellement en place, dans sa structure et dans son identité, n'est plus le plus efficace pour défendre ses intérêts, justement, et qu'elle aurait donc intérêt à le renverser pour prendre sa place et prendre les commandes directement. C'est ce qui se passe toujours dans le cadre d'une révolution. Hein. Si vous voulez, pour reparler de la Révolution française, la bourgeoisie se sentait bien servie par la monarchie jusqu'à la veille de 1789, et dans les dernières années, elle a eu l'impression d'atteindre une espèce de plafond de verre, et que donc le seul moyen d'aller plus haut maintenant, c'était de renverser tout ça. Bon. Donc, comme ça que ça fonctionne. Donc, ce que je pense, c'est qu'on va avoir la crise entre le Parlement et l'exécutif va revenir. Elle est déjà là, en tout cas. Elle est déjà là, mais je veux dire, elle va connaître d'autres pics. Et en attendant, il faut surveiller toutes les choses qui discréditent de plus en plus le pouvoir vis-à-vis des élites non gouvernementales. Et typiquement, ce qu'on vient de vivre là, je pense que ça fait partie de ces choses qui discréditent le pouvoir. Ces émeutes qu'on vient de vivre là. Voilà, les populations des centres-villes qui ont tendance plus à voter Emmanuel Macron, etc. Toutes ces populations ont vu les émeutes arriver jusqu'au pied de chez elles et pas être contenues dans les banlieues. Et donc tout ceci affaiblit, à mon avis, l'image du pouvoir, et ça joue, il y a ça, et puis il y a aussi le fait que du côté de la police aussi, du côté d'un certain nombre de corps constitués, il y a l'impression que le pouvoir n'est plus le plus à même de les commander efficacement. Je pense au communiqué de presse du syndicat Alliance, qui est vraiment dans des termes très durs, très forts, qui rompent avec l'habitude. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai que ce qui a été, on l'a vu ici, et dans l'émission à la radio, et à Sud Radio, on l'a vu, c'est-à-dire que beaucoup de gens étaient, parmi les policiers, le fait qu'Emmanuel Macron ait tout de suite condamné l'acte en disant inexplicable, etc., relayé par Elisabeth Borne, etc., a joué quand même un rôle assez, je dirais, peut-être pas repoussoir, mais rejet de la part de certains éléments de la police, et non des moindres. Tout à fait, tout à fait. Et puis vous parliez aussi de l'histoire de la cagnotte qui est pour la famille du policier. Alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est fiable, dans quelle mesure les sommes qui sont promises sont effectivement données, parce qu'il y a toujours ce genre de questions qu'il faut se poser. C'est pas forcément. Mais quand on voit les montants qui sont proposés, il y a beaucoup de montants 1000, 2000 euros. C'est pas forcément des gens des classes populaires qu'on se dit qu'ils sont prêts à verser ces choses-là. Donc ça veut dire que dans des populations plus aisées et qui donc sont censées plus profiter de la politique d'Emmanuel Macron, il y a aussi un doute, quoi. On ne nous protège plus. Il y a ce sentiment, mais c'est vrai que toutes les révolutions, il y a, je veux dire, comparaison n'est pas raison, mais quand même, beaucoup de révolutions se sont passées comme ça, avec le sentiment qu'on ne nous protège plus, quoi. C'est ça. Oui, tout à fait. Le discrédit du pouvoir est un élément déterminant. Le discrédit est la ruine, et avec les 3000 milliards de dettes, on approche aussi de la ruine. Oui, c'est vrai. Et dites-moi, par rapport à ça, alors je reviens effectivement à votre livre et au monde multipolaire. Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est intéressant de voir par rapport à ce que vous décrivez, vous avez très très bien raconté tous les parallèles et les précédents historiques qui sont d'ailleurs très parlants dans leur schéma et dans la manière dont ça se passe, et la récurrence est tout à fait impressionnante, en tout cas telle que vous la racontez. Mais est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les BRICS, ça ne forme pas un empire, bien sûr, mais je te dire, vous avez vu que Macron a essayé de s'inviter là-bas, il a été très sèchement remis à sa place, en tout cas pour le moment. Mais est-ce que ça peut former ça, une espèce d'impérialisme qui vient? Et vous avez vu aussi, je dis ça, que Klaus Schwab, le fondateur et gourou du Forum économique de Davos, a aussi dit, c'est la Chine maintenant qui doit diriger. Il a carrément dit, hier ou avant-hier, il était en Chine et il a dit, la Chine doit prendre le pouvoir, diriger. Philippe Fabry. Alors ça je l'avais pas entendu le dire, vous me l'apprenez. C'est possible. Le problème, c'est que la problématique nationale reste quand même très très ancrée, surtout de la part de nations qui sont encore jeunes et qui n'ont pas pu tester pleinement leur potentiel impérial. C'est le cas de la Chine, mais c'est le cas d'un pays aussi comme l'Inde. Et c'est la grande faiblesse des BRICS, c'est en fait tout le système que la Chine cherche à mettre en place. C'est que l'Inde, qui est un pays qui va commencer à la rattraper économiquement, puisqu'il a une croissance forte. En gros, l'Inde est en train de devenir ce qu'était la Chine des années 2000, au niveau de la croissance des investissements. L'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde devant la Chine.
Dans un siècle d'ailleurs, il n'est pas impossible qu'on se retrouve avec 2 fois plus d'Indiens que de Chinois, vu la façon dont les courbes se croisent. Donc j'ai du mal à voir les BRICS justement comme un ensemble cohérent. On est plutôt pour un club de gens qui ont un intérêt objectif à essayer de s'imposer par rapport au vieux monde, j'ai envie de dire, c'est-à-dire les Occidentaux. Mais l'unité n'est vraiment que de façade, et en particulier il y a un antagonisme sino-indien qui est appelé à se développer, enfin en tout cas. Oui, tout à fait. Clément, nous avons des auditeurs. Oui, Charles des Hautes-Pyrénées. Ah oui, la pub avant. La pub avant, oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier la pub quand même, vous savez. Nous ne reçons pas de subventions, nous. Posez vos questions à André Berkoff et Philippe Fabry au 0826 300 300. 0826 300 300. Berkoff, dans tous ses états, revient dans un instant. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. C'est le moment d'accueillir les auditeurs. Vos réactions en direct sur Sud Radio 0826 300 300. Charles de Tarbes est avec nous au téléphone. Bonjour Charles. Bonjour André. Bonjour. Alors, je voulais dire à vous et à Philippe Fabry que je trouve extrêmement intéressant cette manière de voir l'évolution, je dirais, du monde dans un monde constitué d'empires ou de pouvoirs centraux. Oui. Ce sont les pouvoirs centraux. Et pendant un long moment, Philippe Fabry, vous avez parlé de ces rapports entre les États qui sont des rapports sous les lois de la jungle, je dirais, des rapports de force. Et pas sous une règle, par exemple, de respect les uns des autres. C'est la force qui compte. Et je trouve que c'est une espèce de physique des rapports de force à ce niveau-là. Mais vous ne parliez pas jusqu'à il y a 10 minutes, puis là maintenant j'ai bataillé avec le Standard, j'ai voulu vous écrire, j'ai pas trouvé votre adresse mail, c'est très compliqué de la trouver. Mais vous êtes là Charles, vous êtes là, c'est ça qui compte. Oui. Et alors, mais vous ne parliez pas, Philippe Fabry, vous ne parlez pas des peuples, jusqu'à un moment où tout d'un coup il a dit que quand à l'intérieur d'une nation ou d'un empire, comme par exemple au moment de la Révolution française, il y a une partie de la population qui voyait plus l'intérêt à être dirigée comme elle était dirigée par le groupe dominant, eh bien on renverse le groupe dominant, et c'est là que vous en êtes finalement venu à avoir l'audace de parler de Macron. Alors, je trouve que, voilà, il y a le joint, mais comme je ne vous ai pas écouté là pendant 5 ou 10 minutes pendant lesquelles je bataillais avec le Standard, je trouve que ça serait intéressant de montrer que vous travaillez à une certaine échelle, mais quand il y a un renversement, comme dans des bulles de savon ou des bulles de graisse à la surface du bouillon... Entendu, on ne sait jamais quand ça se passe, bien sûr. Oui, mais c'est une histoire de vision d'échelle. Et surtout, et aussi, et je dirais principalement, c'est que dans l'analyse de Philippe Fabry, on ne parlait pas, jusqu'à il y a 10 minutes, des peuples dominés par les classes dominantes qui sont à l'intérieur de chaque empire ou de chaque pays. Philippe Fabry. Oui, mais c'est une réalité qui existe. Hein. D'ailleurs, ce que je disais sur les élites gouvernementales et non gouvernementales, c'est pas de moi, c'est de Vilfredo Pareto. Donc ça fait un moment qu'on en parle. Tout le problème, toute la question de la circulation des élites, c'est un sujet qui est éminemment important. Et qui est celui de l'évolution interne de ces empires. C'est d'ailleurs un des aspects que j'essaie de développer dans ce livre sur les impérialistes revanchards, c'est toute la façon dont tout le processus de révolution s'accompagne d'un changement des élites pour les mettre plus en accord avec l'état des représentations collectives du temps. Oui, non, mais de toute façon, quand vous parlez élite, évidemment, l'élite s'oppose. Il y a l'élite et il y a le peuple ou les populations. Et quand Philippe Fabry, vous avez parlé de bourgeoisie, eh ben c'est ce qui s'est passé avec le peuple de France en 1789. Il y avait les serfs, mais il n'y avait pas que les serfs. Oui.
Philippe. Tout à fait. Non, oui, tout à fait. C'est le spectre. Quand on parle du peuple, il y a les gouvernants, les élites. Il y a les élites qui gouvernent et les élites qui gouvernent pas. Et puis ensuite, il y a dans le peuple lui-même, enfin, il y a tout un tas d'échelles à discuter. C'est pas juste une masse informe. Oui, c'est ça. Et on le voit aujourd'hui. Mais juste un mot, Philippe Fabry. Et c'est encore une fois vraiment, il faut le lire. Il faut lire Les impérialistes revanchards parce que ça vous permet de vous remettre dans l'histoire et vraiment prendre le temps de hiérarchiser, de mettre en perspective. Et ça, vous l'avez fait. Et je ne vois pas comment on peut comprendre un phénomène sans mettre en perspective. Mais quand même, aujourd'hui, Philippe, sans prendre de position ni politique ni autre, on sent quand même, et ce n'est pas depuis hier ou ce week-end, depuis des années et des années, il y a une montée quand même de quelque chose. Je ne sais pas si c'est pré-révolutionnaire ou pas, mais il y a une montée de la tension qui est énorme. Enfin, qui est des tensions, je dirais. Il y a clairement une montée des tensions, notamment dans notre pays. J'avais eu l'occasion d'en parler un peu quand on avait parlé de la Ve République, puisqu'on a un système qui, en recréant finalement la même économie globale des pouvoirs qu'on pouvait avoir sous l'Ancien Régime, ramène tous les problèmes d'Ancien Régime. C'est-à-dire que toutes les oppositions qui essaient d'obtenir des résultats le font forcément dans la violence. On a des jacqueries. Tout à l'heure, quelqu'un demandait pourquoi est-ce que ça se passe en France et ça se passe pas chez les pays voisins. Alors vous avez dit, il y a un peu en Belgique, un peu en Suisse. En Suisse, c'est plutôt de l'imitation, mais effectivement, autour, on n'en trouve pas. Je pense que ça fait notamment partie des problèmes qui sont posés par le régime. Que les autres pays qui sont plus parlementaires ont réussi déjà à obtenir une meilleure représentativité de certaines populations que nous en France. Et à partir du moment où tout le pouvoir paraît concentré dans une personne, c'est beaucoup plus difficile qu'elle soit représentative de la population. Et quand vous avez des minorités, c'est visuellement difficile de donner l'impression que ces minorités sont elles aussi associées au pouvoir. Donc ça crée forcément des tensions et un sentiment d'invisibilisation qui est beaucoup plus grand que quand la représentation est beaucoup plus collective, beaucoup moins incarnée dans une personne, en particulier sur d'aussi longues périodes de temps. Tout à fait. Merci Philippe Fabry. C'est vrai que l'invisibilisation, on la voit aujourd'hui, on la sent. Merci en tout cas. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 12h30 pour une nouvelle émission de Berkov dans tous ses états. Passez une excellente journée à l'écoute de Sud Radio.